toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir ce soir de recevoir M. Abdoulaye Ndiaye, ancien député. Bonsoir. Bonsoir, M. Der. Alors, nous allons parler de l'Assemblée nationale avec ce projet de loi constitutionnel, projet de loi soumis par le président de la République à l'Assemblée nationale pour dissolution du HCCT, mais également du Conseil économique, social et environnemental. Beaucoup de polémiques. Déjà, le président avait-il prérogative pour fixer la date? Ça fait l'objet de polémiques. Peut-il aussi se faire l'économie de passer par le Conseil des ministres avec un pareil projet de loi? On dit que le projet n'est pas passé par le Conseil des ministres et bien d'autres irrégularités que certains pointent du doigt. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation parce que c'est une très belle plage qui nous permet d'échanger, de donner des avis par rapport à des questions d'actualité. Et aujourd'hui, je crois que l'actualité la plus brûlante, c'est la demande de modification de la Constitution qui vise la suppression de deux institutions, à savoir le HCCT et le Conseil économique et social et environnemental. Moi, j'éprouve quand même de réelles difficultés, en fait un sentiment de regret parce que le palais, c'est en fait c'est le lieu par excellence où quand même officie la plus haute autorité de ce pays. Donc quand je vois une note émanant de ces services être rédigée de cette manière, qui ne correspond pas, qui n'est pas conforme à certains principes, il n'y a pas une date, il n'y a pas également la nature, etc. et tant d'autres éléments, je crois que là, je voudrais que j'émette certaines réserves. Mais à regarder de plus près, on se rend compte qu'il y a un cafouillage. Parce que comment se fait-il qu'un projet de cette envergure soit envoyé à l'Assemblée nationale sans pour autant passer par le Conseil des ministres? Ensuite, l'autre élément à intégrer dans l'analyse, c'est le fait que jusqu'à présent, le président de l'Assemblée nationale n'a pas convoqué les députés en session extraordinaire. Et tout le monde sait que entre aujourd'hui et le 29, il n'y a que 48 heures. Donc voilà autant de questions qui font qu'il faudrait que quand même qu'on soit assez prudent et essayer d'analyser, d'aller en profondeur pour voir concrètement qu'est-ce qui se passe en réalité. Parce que la République du Sénégal était connue pour sa maîtrise des instruments et mécanismes, pour quand même cette finesse-là tant souhaitée, tant voulue. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que nos nouvelles autorités ont des problèmes avec le cadre réglementaire. Donc, justement, c'est dans ce sens que je vais vous interpeller. Qu'est-ce que le président de la République peut faire dans cette situation? Est-il habilité, j'insiste, pour convoquer à jour et à date l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est possible? Dans quel cadre? Oui, d'après certains constitutionnalistes, c'est possible. Parce qu'on est en session extraordinaire, il peut demander au président la convocation de l'Assemblée nationale en fixant une date. Mais cette date doit être conforme au dispositif réglementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Si ce n'est pas le cas, vous voyez quand même ce que cela peut constituer comme difficulté à gérer la situation convenablement. Je crois que c'est ça qui nous arrive aujourd'hui, parce qu'en réalité, il fallait d'abord que le projet passe en Conseil des ministres et ensuite qu'il adresse une correspondance plus à laquelle on joint quand même comment dire, la Constitution, surtout l'élément qui est concerné, les dispositions qui sont concernées. Et à partir de ce moment, le président convoque le bureau pour leur informer et ensuite et planifier quand même. Est-ce qu'il y a également des délais pour le président de l'Assemblée nationale pour convoquer ses députés? Oui, en principe,
Au pire des cas, il faut 48 heures. Oui. Mais jusqu'à présent, c'est pas fait, à votre connaissance? Non, j'ai pas eu d'informations. J'ai essayé d'entrer en contact avec des collègues, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu de convocation. Et vous, la presse également, je crois que vous n'avez pas la reçu. Vous n'avez pas encore reçu. On ne l'a pas encore vu, oui. Ouais. Alors, il faut combien de voix? 99 pour faire passer une loi constitutionnelle? Oui, c'est bien 99. Oui, effectivement, pour la dissolution, il faut 99. C'est pourquoi il faudrait, les gens s'interrogent sur l'utilité même de cette dissolution. D'autant plus que le Conseil économique et social et environnemental a ouvert sa session il n'y a même pas 3 mois. Et c'est sur décision du président de la République. Et il leur a adressé même une correspondance dans laquelle il leur a fixé 5 objectifs à atteindre, 5 axes autour desquels on doit bâtir une dynamique importante pour quand même l'aider à faire avancer les choses. Donc, au bout de 2 mois, vous dites que vous allez dissoudre cette institution-là. Cela quand même ressemble à vraiment... on dirait que quand même il y a quelque chose qui est derrière. Mais concrètement, est-ce que c'est la dissolution en tant que telle qui est visée? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est derrière? Mais qu'est-ce qui serait derrière? Mais non, par exemple, la priorité aujourd'hui, c'était la déclaration de politique générale. Comment se fait-il qu'un président qui est élu à 54%, c'est ce qu'ils ont élu, attend de lui qu'il leur présente sa vision, qu'il décline les grandes lignes de sa vision, là où il veut amener le pays. Mais ça c'est une priorité. Mais jusqu'à présent, cela tarde à se faire. Aujourd'hui, demandez aux Sénégalais quelle est la vision du président Diomaye, personne ne le sait. Et je crois que la déclaration de politique générale, c'est une occasion rêvée pour un Premier ministre de montrer à la face du monde ce dont il est capable. Ce dont il est capable. Parce qu'il doit faire montre de ses capacités pour dire aux gens, écoutez, moi, je maîtrise très bien les dossiers. Je suis en phase avec ce qui est fait de plus bon au niveau mondial, même dans le cadre même des activités gouvernementales. Mais quand on refuse d'aller vers l'Assemblée nationale, parce que je considère qu'il y a un refus. Il y a un refus. Et cela pousse certains à penser qu'il y a anguille sur roche. En tout cas, aussi bien au niveau de la démarche, la manière qui a été utilisée pour saisir l'Assemblée nationale, elle n'a pas été des meilleures. Et également, la priorité également, on l'a reléguée au second plan. Alors, les députés de Benno Bokk Yakaar, le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, a justement évoqué le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui n'est pas encore promulgué par le président. Donc pour dire qu'ils ne vont pas aller en session. Non, ça dit que le problème. Jeudi prochain, comme le demande le président de la République. Non, c'est dans 48 heures. C'est que dans le oui, jeudi prochain. Dans 2 jours, oui, jeudi. Le groupe Benno Bokk Yakaar, il y a des gens aguerris qui sont rompus à la tâche. Ils maîtrisent les mécanismes, ils maîtrisent l'instrument. Donc quand vous avez en face des gens qui sont toujours dans le populisme, voilà ce que cela donne. Alors, dans quel délai une loi votée par l'Assemblée nationale devient-elle applicable sans décret de promulgation? Est-ce qu'entre-temps, depuis qu'on a mis à jour le règlement, est-ce qu'il y a des délais légaux pour que... Non, c'est-à-dire après la promulgation, il faut 6 jours pour quand même saisir son insertion dans le journal officiel de l'État du Sénégal. Et promulgation également. La promulgation, oui. Mais demain, par exemple, rien n'empêche, ce soir ou demain, que le président de la République promulgue... Mais son insertion dans le journal officiel... Là, c'est vrai que ça va prendre 6 jours. Ça va prendre 6 jours. Vous voyez les problèmes. Donc, pourquoi se précipiter? Aujourd'hui, pourquoi? Mais le Conseil... Et puis, moi, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent tout de suite dissoudre ces 2 institutions. Il faut quand même faire une très bonne analyse, voir concrètement si les gens sont en train de faire du bon travail ou non. Au niveau du HCCT, aujourd'hui, ce qui fait marcher les choses dans les communes, c'est le PACASEN pratiquement. Et le PACASEN, c'est une initiative du HCCT. Donc dire que c'est une institution budgétivore et qui n'est d'aucune utilité, je crois que moi je ne suis pas en phase. Plutôt au contraire. Maintenant,
y a des manquements. Par exemple, au niveau de la communication. Ces institutions ne communiquent pas avec les populations. C'est pourquoi elles sont méconnues du grand public. Ensuite, vous prenez le Conseil économique et social et environnemental, mais le Sénégal est représenté même au niveau des Nations Unies. Il y a 14 sièges au niveau du Conseil économique et social au niveau des Nations Unies. Et le Sénégal en a. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Ensuite, le Conseil économique et social est une utilité. Et partout dans le monde, il en existe. Maintenant, je suis d'accord qu'on repense le Conseil. Là, je suis d'accord. Et pour ce faire, il suffit maintenant de discuter avec les gens, de mettre à contribution le bureau organisation et méthode et tant d'autres sommités pour quand même arriver à de bons mécanismes. Alors, on parle beaucoup de la dissolution du HCCT et du Conseil économique, social, environnemental, mais il y a également la dissolution de l'Assemblée nationale que l'on dit imminente. Et quelle serait la conséquence de la dissolution de l'Assemblée? Vous savez, la conséquence, elle est vous savez, maintenant, il faut 60 jours de moins et 90 jours tout au plus, oui. Tout au plus. Oui, pour aller à l'élection. Mais parallèlement, il y a la question du parrainage qui fait 105 jours. Déjà, ce n'est pas en adéquation, avec oui, les 90 jours au plus, oui. Comment régler cette question-là? Comment régler cette question? Ensuite, si maintenant on tient quand même l'élection au mois de décembre, certainement la nouvelle législature va être installée à la fin du mois de janvier, au plus tard au mois de février. Début février, oui. Alors, à quelle date devront passer à l'examen du budget national? Et le mois de janvier et le février, comment on va organiser le pays en termes de gestion budgétaire? Comment nous allons payer les salaires? Comment nous allons payer la dette? Le président ne peut pas gouverner par ordonnance? Non, là, c'est pour durant le budget, jusqu'à la fin du budget de 2024. Mais en 2025, en 2024, ce présent budget prend fin le 31 décembre 2024. Maintenant, en 2025, janvier 2025 et février 2025, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, il faudra aussi revoir le règlement intérieur qui va devenir assez caduc par rapport à certaines de ces dispositions-là. Donc, on n'a pas, alors qu'il y a une possibilité. Comme vous dites, et la Constitution donne la possibilité au président de fixer de nouvelles élections sans pour autant dissoudre l'Assemblée nationale. Comment? La Constitution le permet. La Constitution le permet. Mais on peut fixer une date pour les élections, mais ils ne le feront pas parce que par rapport à peut-être un sentiment qui assez politicien, quoi, si je peux m'exprimer ainsi, ils vont se dire que certainement ces gens-là vont se doter de moyens conséquents. Donc il n'est pas question. Donc pour vous, dissoudre le HCCT, le Conseil économique, c'est pour amoindrir les forces. Moi j'aurais compris, moi j'aurais voulu. Avant d'aller à l'élection, d'amoindrir les forces de la nouvelle opposition. Que certaines agences soient jumelées. Par exemple, ils avaient dit, autant dans l'opposition, que dès leur accession, ils vont fusionner la BN2, le FONGIP et l'ANPEJ. Mais ça, c'était cohérent. Il y a certaines agences, il faut même les rattacher, il faut les dissoudre et les rattacher au niveau. S'il s'agit uniquement de rationalisation, aujourd'hui, par exemple, pourquoi dissoudre l'Assemblée nationale alors que les fonds spéciaux ne sont pas clarifiés, la gestion des fonds spéciaux n'est pas encore clarifiée? Qu'est-ce qui empêche? Donc, c'est pourquoi on avait demandé au groupe parlementaire de dire, OK, nous sommes pour, mais à condition d'intégrer dans l'exposé des motifs la question des fonds politiques, la question, et d'autres questions qui avaient été déjà... D'introduire des amendements dans ce sens. Oui, pourquoi pas? Parce qu'en vérité, ce qui se passe aujourd'hui, ce que je peux dire, ce que je veux dire aussi aujourd'hui, c'est que les autorités doivent avoir un esprit de dépassement. Qu'ils sachent qu'ils ne sont plus dans l'opposition. C'est à eux d'administrer ce pays. Et pour cela, et pour arriver à dessein, il faut l'ensemble des forces vives, l'implication de l'ensemble des forces vives de ces pays-là.
quelle que soit la coloration politique, si on juge que ce monsieur a des compétences avérées, mais il faut le mettre à contribution. Mais vouloir liquider tous ces gens-là parce qu'ils sont de l'APR ou bien ils sont de Benno, je crois que ça, ce sont des piges à terme qui risquent quand même de coûter très cher à ces nouvelles autorités. Vous l'avez tantôt évoqué, la DPG, la déclaration de politique générale. Dans ce contexte, le Premier ministre a-t-il raison ou tort de ne pas aller faire sa DPG? Il a tort. Parce que dans la Constitution, l'article 55 a été très clair. On n'a pas dit que le PM doit ou bien peut. On dit le Premier ministre fait une déclaration de politique générale. Donc c'est une obligation pour lui. Quelle que soit la situation, même le débat antérieur là qu'on avait posé ici, j'avais toujours dit que c'était un faux débat. Le débat antérieur sur... par rapport au manquement. Le règlement. Ça n'a rien à voir avec la DPG. C'était un faux débat. Et le Premier ministre, je crois que quand il dit qu'il est quelqu'un de compétent, c'est le lieu de démontrer ça aux Sénégalais. Il n'a qu'à aller à l'Assemblée nationale, faire face aux députés et démontrer et comment dire, présenter la vision du président Diomaye. Ensuite, démontrer à travers ses réponses, à travers la manière dont il va, comment dirais-je, s'expliquer sur certaines questions. Et à partir de ce moment, il appartiendra aux Sénégalais de se déterminer. Mais vouloir créer tout ça, ce que les gens créent là, je crois que c'est une manière quand même d'éviter uniquement la DPG. Et la DPG, sans la DPG, je considère que ces gens-là ne peuvent pas aller trop loin. Alors, vous êtes ancien député, votre circonscription, c'est bien Grand Yoff? Oui. À Grand Yoff, avec malheureusement un fait divers, un taximan qui aurait été tué par balle. L'enquête va donner plus de détails. C'était hier. J'ai été informé. Donc, oui, vous êtes informé. Alors, l'insécurité, parce qu'au-delà de Grand Yoff, il y a également, depuis quelques jours, un double meurtre qui secoue la banlieue, effectivement. Qui a pris une dimension nationale avec le danseur et son neveu, un danseur qui a été tué. Nous présentons nos condoléances à leur famille. Alors, l'insécurité. Mais, M. Der, quand vous voyez ça, et au même moment, on nous plonge dans des situations comme la dissolution d'une institution, vous savez que ces gens-là sont omnibulés par les élections législatives à venir. Tout ce qui les intéresse, c'est de mettre en mal l'opposition parlementaire, l'opposition de manière générale, avec les populations. Il y a des questions essentielles. Dans un mois sera l'ouverture des classes. Hein? Qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'à partir des manquements, à partir des insuffisances qui ont été notées, aujourd'hui l'insécurité gagne davantage du terrain. Et il faut faire face. Quelle est la responsabilité en dehors du ministère des Forces armées et de l'Intérieur? Mais quelle est la place que doit occuper le ministère de la Famille? Vous savez, mais en premier lieu, je pense qu'il faut interpeller également les parents, la responsabilité mais raison pour laquelle j'ai dit la famille. Oui. C'est pourquoi j'ai dit la famille. Parce qu'on ne dit plus. Et c'est de la responsabilité de l'État de revenir aux fondamentaux. Il faudrait que la cellule familiale redevienne ce qu'elle était par le passé. Son rôle, oui. Bon, et pour ça, il faut des leviers. Il faut une très bonne communication, il faut une philosophie. D'autres pays l'ont réussi, pourquoi pas nous? Nous avons la chance d'être un pays qui pratique l'islam confrérique. Nous avons ici une église bien organisée, mais il faut mettre à contribution l'ensemble de ces autres groupes organisés et que le parent aussi soit mis devant ses responsabilités. L'école est de même, et l'ensemble également des acteurs de manière globale. Parce que là, c'est une question qui concerne l'ensemble des forces vives de ce pays-là. Au Sénégal, on ne dit plus. Au Sénégal, on laisse les gens faire tout ce que leur bon le sent. Et à ce rythme-là, voilà les résultats. Et c'est très regrettable. Tu vois quelqu'un qui passe tout son temps à travailler. Bon,
vous voulez, à la descente, il est chez lui, Ouais, ou bien il est en train attaquer, de faire, pour se faire détrousser, ouais. et il est tué comme ça, hein, alors qu'il était un soutien de famille. Vous voyez que ça, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à admettre. Et malheureusement, partout dans ce pays, surtout à Dakar, nous assistons régulièrement à ces genres de scènes-là. Et il faut les bannir. Merci beaucoup, Abdoulaye Ndiaye. Merci. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.